8h13, votre invité Sonia Mabrouk ce matin est le ministre délégué en charge des transports. Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour Clément Beaune. Bonjour Sonia Mabrouk. Alors l'actualité, c'est donc la ristourne sur le carburant qui passera de 30 à 10 centimes ce soir, minuit. Est-ce qu'il y aura assez de carburant dans les stations dans les prochains jours, les prochaines heures? Il y a déjà une ruée ce matin dans certaines stations. Est-ce que le risque de pénurie est déjà là? On n'est plus du tout dans la situation difficile qu'on a connue cette dernière semaine. Je veux quand même insister là-dessus. Il y a une ristourne, en effet, qui a été importante, 50 centimes par litre. Je rappelle, aucun pays européen n'a fait cela et c'était nécessaire, nous l'avons fait, qui coûte cher à l'État et donc aux contribuables, aux Français à la fin. Et on a toujours dit qu'il fallait en sortir progressivement d'ici la fin de l'année. Le gouvernement a déjà décalé cette ristourne de 15 jours, puisqu'elle devait s'arrêter le 1er novembre. Comme on était encore dans une situation compliquée d'approvisionnement des stations-service à l'époque, on a décalé pour ne pas pénaliser les Français, puis justement pour éviter des phénomènes sans doute encore plus difficiles de surconsommation, voire de ruée. Donc aujourd'hui, il y a une situation, c'est normal d'une certaine façon. Vous estimez qu'elle est normale? Non, ce que je veux dire, c'est que les Français veuillent profiter, parce qu'il y a encore quelques heures, d'un prix qui soit plus bas, je ne veux pas leur dire le contraire et je peux le comprendre. Donc d'ici ce soir, il y aura de vraies difficultés, là, de tensions. On voit que dans certaines régions, il y a de la consommation qui est importante et dans certaines régions, c'est le cas un peu en Île-de-France, c'est le cas dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ou Bourgogne-Franche-Comté. Il y avait encore quelques stations qui étaient en difficulté, indépendamment de la baisse de la ristourne, qui était la conséquence ou la continuité de la crise qu'on a connue. Mais il n'y a plus aujourd'hui de mouvement de grève répandu comme on l'a connu, il n'y a plus de blocage des dépôts et des raffineries qui bloquerait l'approvisionnement en carburant des stations-service. Donc il y a un phénomène qui est une consommation ces derniers jours qui est importante parce qu'on profite des prix un peu plus bas, mais à partir de demain, bien sûr, il y aura du carburant qui continuera à arriver dans les stations-service. On n'est plus dans une situation de blocage des dépôts et des raffineries, donc il ne manque pas de carburant dans l'approvisionnement de nos stations-service. Malgré tout, est-ce qu'il y a un message à passer aux consommateurs, aux automobilistes ce matin? Moi, je ne veux pas faire de leçon, mais c'est un message de calme et de sérénité. Nous ne sommes plus dans la situation que nous avons connue. Elle a été difficile. Il y a eu des pénuries à un moment. Il y a eu des mesures prises par le gouvernement pour débloquer les stocks, pour mettre fin parfois par des réquisitions à des mouvements qui devenaient inacceptables. Et aujourd'hui, cette situation n'est plus celle-là. Et donc, il y a cette transition vers un prix du carburant qui sera un peu plus élevé, effectivement, les jours qui viennent. Je précise aussi, la ristourne, elle ne disparaît pas complètement. On va en parler. Non, mais c'est important. Elle était de 50 centimes par litre. Elle restera de 20 centimes par litre jusqu'à la fin de l'année, y compris après ce soir. De ce qui va se passer justement à partir du 1er janvier. Mais là, quand même, Clément Beaune, est-ce que c'est bien raisonnable dans un tel contexte inflammable aujourd'hui? Mais Sonia Mabrouk, vous savez, gouverner, c'est choisir et c'est prendre ses responsabilités. Qu'est-ce que c'est la ristourne sur le carburant? C'est un geste que les contribuables font pour éviter que le carburant soit trop cher dans une période où beaucoup de gens, je rappelle, 85% des déplacements pour aller au boulot le matin se font encore en voiture, notamment dans les zones rurales. Donc on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas de problème. On a pris ces mesures. Ça a coûté plus de 7 milliards d'euros à l'État, on l'assume. Et je le dis aussi, c'est encore plus que ça, puisque le gouvernement de Jean Castex avait déjà pris des mesures en début d'année de ristourne à la pompe. Donc, il faut en sortir progressivement, parce qu'on ne va pas vivre tout le temps avec une ristourne sur le carburant prise en charge par le contribuable. Ce serait extrêmement lourd pour nos finances publiques et donc pour nos impôts à la fin, et ce serait aussi on entend, sur l'écologie. Et on vous le reproche assez souvent. Non, mais il faut être cohérent. C'est le bon moment? Mais vous l'avez bien prolongé. Est-ce que vous êtes sûr que c'est possible aujourd'hui, avec un contexte de crise, de crispation et inflammable? La situation économique, la situation écologique à plus forte raison, elle restera difficile dans les mois qui viennent. La crise climatique, elle restera difficile dans les années qui viennent. Donc, il n'y a jamais de moment parfait, mais il faut prendre ses responsabilités. On a prolongé de 15 jours dans un moment où il y avait là des difficultés. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, la situation de pénurie et de blocage de nos dépôts. Et donc, il faut à un moment donné revenir à une situation qui n'est plus subventionné aussi massivement. Et je le dis aussi, d'ici la fin de l'année, il y a quand même 20 centimes par litre de ristourne, ça n'est pas rien. Parce que, mais elle tombera à zéro le 1er janvier. À la fin de l'année, oui. Oui, alors quelle que soit la situation, il n'y aura plus de ristourne, mais il y aura une aide gros rouleur. D'ailleurs, Clément Beaune, quelles sont les conditions aujourd'hui d'obtention de cette indemnité gros rouleur? Ce n'est pas encore fixé totalement? Non, elles seront précisées dans les prochains jours, sans doute, mais il y aura deux choses. Jusqu'au 1er janvier prochain, 20 centimes de réduction par litre de carburant.
ça n'est quand même pas rien, je précise, cette aide. Il y aura après le 1er janvier forcément des dispositifs qui seront plus ciblés. On ne peut plus faire un dispositif généralisé pour les questions de coût, pour les questions d'écologie. Et on est en train de mettre en place avec le ministère de l'économie ce qu'on appelle une aide gros rouleur. Concrètement, c'est pour les gens, bien sûr, qui ont une voiture, qui l'utilisent régulièrement, et il y aura une condition de revenu. Il ne s'agit pas des critères de ressources. Vous n'avez pas encore défini. Non, parce que ces paramètres vous donnent les grands équilibres et les grandes lignes. Ces paramètres seront définis sans doute sous quelques jours. Expliquez-nous juste critères de ressources et critères de nombre de kilomètres aussi parcourus. Oui, ça peut faire partie des paramètres. L'idée, c'est d'aider ceux qui ont besoin de la voiture au quotidien et qui roulent beaucoup, d'où cette expression de gros rouleurs, éventuellement les professionnels aussi. Et on est en train de définir les seuils. Mais il y aura un critère de ressources. C'est important parce que l'idée, c'est d'aider les ménages les plus contraints et les plus modestes. Et ce sera une aide exceptionnelle versée en une seule fois. Ça, c'est à définir les modalités de versement. Vous y êtes favorable ? C'est plus facile pour certains ? Il faut que ça soit surtout simple d'accès, versé en une seule fois ou pas. Il vaut mieux, oui. Non, mais c'est-à-dire que vous irez sur un site internet extrêmement simple où vous mettrez vos revenus, un certain nombre d'éléments sur votre voiture, très simple, et on vous dira comment et quand vous avez le droit à cette ristourne ciblée. On est en train de parler de tout cela, Clément Beaune, mais on ne sait pas quelle sera la situation peut-être dans quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Est-ce qu'il y a un risque, selon vous, d'un tsunami d'inflation ? Et qu'est-ce qui vous permet d'affirmer, vous au gouvernement, que la France ne se dirige pas vers une inflation à 2 chiffres comme d'autres pays ? Mais il ne faut pas chercher ni l'affolement ni la naïveté. Tsunami d'inflation, l'expression que vous utilisez, je crois qu'elle a été employée par Michel-Édouard Leclerc. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Donc il cherche l'affolement, si je vous entends bien. Je ne sais pas qui cherche ou le buzz, mais en tout cas, tsunami d'inflation, ça peut angoisser. Surtout, vous en conviendrez, c'est pas extrêmement précis. Mais est-ce que c'est lucide ? Non, je ne crois pas que ce soit lucide, je crois que c'est très exagéré. Il y a une situation d'augmentation des prix, chacun le voit et le vit. On a pris, je le redis, on a parlé du carburant, on peut parler de l'énergie, on pourra parler peut-être des trains, on prend des mesures à chaque fois adaptées pour ne pas cacher les choses. Il y a une situation économique qui fait qu'il y a de l'inflation et en même temps protéger notamment les plus modestes pour que cette inflation soit modérée. La prévision d'inflation, c'est pas nous qui l'inventons, elles sont cohérentes avec ce que disent des institutions internationales, c'est autour de 4% l'année prochaine et cette année, ça aura été sans doute 6%. Donc moi je préfère plutôt que de qualifier les choses, de donner des indications, les orientations pour les Français. Ensuite, tsunami d'inflation, non. L'idée, ce n'est pas qu'il y ait aucune mesure de protection. L'idée, ce n'est pas de livrer les Français eux-mêmes. L'idée, c'est d'aider les plus modestes. Il y a une situation économique difficile, on accompagne. Mais qu'un tel responsable dit cela, simplement pour la recherche du buzz ? Écoutez, vous lui demanderez. Moi, je ne suis pas porte-parole de Michel-Édouard Leclerc. Apparemment, ça vous a interpellé. Quand vous avez quelqu'un qui prend le micro et qui dit ça à des millions de Français, ça m'interpelle. Moi, je suis responsable politique, gouvernemental. Je fais attention aux mots que j'emploie. Et surtout, on essaye, avec tout le gouvernement, de protéger contre les effets de l'inflation plutôt que d'inquiéter inutilement. Et d'agir, parce que vous avez demandé, Clément Beaune, à la SNCF une sorte de bouclier tarifaire, que les prix ne dépassent pas l'inflation. Où est-ce que vous en êtes dans cette demande ? Oui, ce sera précisé par la SNCF dans les tout prochains jours, sans doute d'ici le début de la semaine prochaine. L'idée est simple là aussi. Il y a une réalité, la SNCF, c'est 2% de la facture d'énergie de toute la France, pour qu'on se rende compte. Et donc, quand il y a une augmentation des prix de l'énergie, la SNCF, ça a un impact pour elle aussi, une forte augmentation de ses charges. L'État et la SNCF vont absorber l'essentiel de ce surcoût. Et il y aura une partie, je le dis très sincèrement, qui se retrouvera dans les prix des billets. Ce qui relève du train du quotidien, les TER, pour ceux qui nous écoutent, ou le Transilien en Ile-de-France, ça relève des régions. C'est elles qui fixent les prix, ça n'est pas l'État. L'État, il peut demander à la SNCF un certain nombre de choses sur les TGV ou sur les intercités, par exemple. Alors, comme vous on les allez appelle. être entendu ? Donc oui, la SNCF c'est une entreprise 100% publique, c'est une entreprise qui a ses contraintes, mais l'État prend en charge donc une large partie avec l'entreprise elle-même de ses coûts d'énergie. Et le bouclier tarifaire que j'ai demandé, c'est 2 choses essentiellement: que la hausse moyenne des billets ne soit pas supérieure, et soit même, pour être clair, inférieure à l'inflation, et puis qu'on ait des mesures plus ciblées. C'est ça que détaillera la SNCF pour que ceux qui utilisent le Ouigo, ceux qui ont des abonnements, qui sont souvent des Français qui ont justement besoin du train pour le travail ou qui sont les plus modestes, soient mieux protégés, qu'il y ait des hausses nul ou plus faible sur certains de ces trajets. Alors encore, faut-il pouvoir se déplacer ? Là, je parle d'un mouvement de grande ampleur qui a impacté fortement le trafic des métros, bus et RER. C'était jeudi dernier à Paris. C'est désormais, Clément Beaune, la menace d'une grève illimitée qui plane. Elle est brandie, cette menace, par le syndicat UNSA et RATP. Comment vous réagissez ? Écoutez, moi, j'ai jamais été dans un discours de stigmatisation, ni du droit de grève, ni des mouvements sociaux. Maintenant, les Français vivent des galères.
c'est difficile, y compris dans les transports publics, j'en suis conscient, notamment en Île-de-France, où j'étais la semaine dernière à Lille, dans la région des Hauts-de-France. Bon. On ne va pas ajouter de la galère à la galère. Faire une grève illimitée, je crois que ce serait incompréhensible. Et donc, j'appelle chacun, parce qu'en plus, le dialogue social fonctionne dans les entreprises de transport en France. Ça se voit pas tellement. Hein. Bah, si, Quand pardon, mais... on met en place, en tous les cas, on brandit une telle menace. Pardon, Sonia Mabrouk, que je regarde la réalité. Il y a eu des négociations sociales. Moi, quand je suis arrivé au mois de juillet, on a eu des négociations sociales tout de suite à la SNCF. Ça a permis des hausses. Donc, quand il y a des négociations, il y a une telle menace qui est brandie. Attendez, il y a eu des négociations. Ce que je veux dire concrètement, c'est qu'elles ont abouti à des augmentations de rémunération importantes. 6% à la SNCF, chez Aéroports de Paris, dans un autre secteur des transports, c'était pas loin de 10%. À la RATP, il y a eu des négociations cette année qui ont permis 5 à 6% d'augmentation dans certains cas. Et donc, le dialogue social, il fonctionne. Donc, on ne pourrait pas comprendre qu'il y ait un blocage. D'abord, je crois qu'aujourd'hui, c'est une menace qui n'est pas une réalité, heureusement, mais j'appelle chacun à la responsabilité. Alors, blocage, et là je parle de vitesse, limitation de la vitesse à 110 km/h sur les autoroutes. Hier, Elisabeth Borne a dit non. Le débat est clos, Clément Beaune. Mais le gouvernement était très clair, la Première ministre l'a rappelé elle-même, il n'y a pas de volonté, et il n'y aura pas de mesures obligatoires de baisse de la vitesse à 120 ou à 110 km/h sur nos autoroutes. Pour reprendre une expression, il faut arrêter, je mets entre les guillemets, d'emmerder les Français. Mais moi j'assume l'idée qu'on est en train de faire un changement culturel de pratique dans nos vies. Donc si on a des mesures qui ne sont pas comprises, qui sont trop uniformes, qui ne sont pas adaptées, qui sont décidées d'en haut dans certains cas, on ne fera pas la transition. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro mesure et zéro règle. On en prend, on interdit par exemple... Ça veut dire que ça suffit les mesures d'en haut qui sont décidées par les costumes gris, les technocrates très éloignés du terrain. Non, moi je ne suis pas dans ce discours, et peut-être que je suis moi-même un technocrate, donc je n'utiliserai pas de discours. Vous ne visez pas, mais j'essaye de dire les choses. Il y a des règles, bien sûr. Dans la loi climat-résilience, on a par exemple interdit la vente des passoires thermiques, la location, des passoires thermiques, les terrasses chauffées. Il y a des mesures où il faut des contraintes parfois, bien sûr, sur la fiscalité, sur l'interdiction de vente des voitures thermiques. Mais celle-ci, vous avez senti que c'était la goutte d'eau qui pourrait faire déborder le vase. C'est pas cette seule mesure. Il faut que les Français aussi s'approprient un certain nombre de mesures. Et d'ailleurs, j'ai vu des sondages, on verra ce que ça donne, qui disent que beaucoup de Français sont prêts d'eux-mêmes à réduire leur vitesse, parce que je le dis aussi pour ceux qui nous écoutent et qui cherchent des gestes concrets, quand vous baissez de 10 km/h sur un trajet d'autoroute, votre vitesse moyenne, c'est 1 litre au 100 d'économiser. Il vaut mieux miser sur le bon sens Mais oui, et l'intelligence. Exactement. Et puis, c'est pas la fin de l'histoire, on aura encore d'autres discussions plus tard sur des mesures. À Paris, l'augmentation de la taxe foncière par Anne Hidalgo suscite de très très vives crispations. Clément Beaune, comment vous qualifiez sa gestion de la capitale, Anne Hidalgo ? Écoutez, on pourrait prendre plusieurs mots. Je dirais qu'elle est, sur le plan financier, catastrophique. Et ce qui, je pense, est le plus choquant dans cette affaire, c'est de ne pas assumer ses responsabilités. De quoi parle-t-on ? D'une hausse de la taxe foncière proposée par la maire de Paris et sa majorité, qui serait de 50%. Quand on regarde ce qui se passe dans les autres villes de France, c'est en moyenne 5%. Donc ça n'est pas une bagatelle. Bon. Et surtout, il y a ce discours que je trouve trop facile et indécent, qui consiste à dire c'est la faute de l'État. Mais la ville de Paris est sans doute, avec l'Île-de-France, les collectivités qui ont été le plus aidées par l'État dans la crise Covid en particulier. Et ça n'a rien à voir ni avec la situation immédiate, ni avec la crise Covid. Non, écoutez, je pense que c'est irresponsable et que simplement, ça n'est pas décent et il faut assumer ses choix. Si on veut augmenter les impôts, il faut dire aux Parisiens ce qu'on veut financer avec. Quel projet pour Paris ? Il y a eu une annonce de taxe foncière, on ne sait pas à quoi ça sert. On entend que vous êtes déjà tous en campagne pour les municipales. Non, c'est pas ça. Moi, vous savez, Sonia Mabrouk, c'est pas une question de campagne. J'ai fait ma campagne. C'est pas une bataille des égos. Je suis élu de Paris. Pardon, j'ai mené une campagne difficile dans le centre de Paris. J'ai été élu député, je suis pas maire, je suis député. Néanmoins, je dois défendre aussi et me préoccuper de ce qui se passe dans cette ville. Et donc, je crois qu'une gestion financière comme ça est irresponsable et que surtout ne pas assumer ses responsabilités politiques, ça n'est pas ma conception des choses. Quand on augmente les taxes, on assume, on dit pas que c'est l'État. Clément Beaune, vous êtes ministre en charge des Transports. Vous avez été aussi, je le rappelle, ministre en charge des Affaires européennes. Donc, au cœur des débats sur les migrations, les migrants de l'Ocean Viking sont à Toulon. Leur demande d'asile est en train d'être étudiée. Une partie de l'opposition fustige votre politique immigrationniste et un appel d'air pour plus d'immigration. Vous assumez cette politique ? Immigrationnisme, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... Vouloir plus d'immigration. Non, il n'y a pas un projet, c'est souvent... Certains vous le reprochent. Derrière le mot immigrationniste, c'est souvent complotiste. Hein, c'est un projet, on dit on veut des immigrés, on veut faire venir des gens. L'Allemagne l'a dit à un moment, on n'a pas été complotiste. C'est pas tout à fait la même situation du marché du travail et d'autres. Sur le fond, pardon, mais de quoi parle-t-on ? J'aime bien les gens qui réécrivent toute l'histoire. En fin de semaine, gouverner, c'est ça aussi, c'est prendre des mesures face à la réalité. Il y avait une question de vie ou de mort. Un bateau sur lequel il y avait 230 personnes en très grande difficulté. Vous disiez l'inverse avec l'Aquarius il y a quelques années. Non, pas du tout. Alors, je vais vous citer les mots d'Emmanuel Macron. Si vous permettez, j'y viens. Il y avait un bateau qui était tout près des côtes françaises. On peut regretter les épisodes précédents, c'était la réalité. Et donc face à cette situation exceptionnelle et très grave,
C'était, je le redis, une question de vie ou de mort. La question, c'était sauver ou laisser mourir. Soigner et ramener vers un port sûr, tunisien ou algérien. Mais le bateau... Pourquoi on ne peut pas sauver quand on ramène vers des ports sûrs de l'autre côté de la Méditerranée ? Si on avait fait faire à ce bateau quelques jours en mer de plus, là, il y aurait eu, je le garantis, des morts. Est-ce que c'est ça qu'il fallait faire ? Ensuite, le bateau, nous avons toujours dit qu'il faut revenir à des principes que nous avons construits, que nous avons défendus et que nous avons mis en place depuis 2018, c'est-à-dire le port sûr le plus proche. Mais pourquoi est-il forcément européen ? Mais parce que le port sûr le plus proche, c'est une fois que le bateau est quelque part, pardon. C'est exactement ça qu'on a appliqué. Au moment où les ONG veulent qu'il soit le plus près des ports européens. Ceux qui disent ramenez-le, ils savent d'où vient le bateau ? Ils savent d'où viennent les personnes qui sont sauvées en mer, qui ont parfois fait plusieurs milliers de kilomètres et qui sont partis. Je suppose parfois des ports tunisiens, algériens, libyens. Et ces ressortissants ne sont pas forcément de ce pays-là, de Tunisie ou d'Algérie. Acceptent-ils de reprendre ce bateau ? Et surtout, peut-on se permettre de faire plusieurs jours de mer à des gens qui sont en danger de mort ? Et surtout, sur le fond... Est-ce que ce n'est pas une forme de chantage ? Alors c'est terrible à dire, mais par exemple, vous mettez souvent en avant l'argument de l'humanité. Mais qu'est-ce que c'est, monsieur le ministre, l'humanité, quand on sait que ces clandestins vont échoir à la porte de la chapelle dans des conditions d'insalubrité totalement indignes ? Où est l'humanité, les bons sentiments ? On ne peut pas nous reprocher tout et son contraire. C'est exactement pour ça que nous avons aussi, et c'est normal, des règles, des reconduites qui s'accélèrent. Ce n'est pas encore satisfaisant. Le ministre de l'Intérieur l'a dit, mais on prendra des mesures supplémentaires. C'est exactement pour cela que nous distinguons entre les personnes qui ont le droit à l'asile, des personnes qui n'ont pas le droit de rester sur notre territoire, que nous essayons de reconduire. C'est pour ça que nous avons renforcé les contrôles aux frontières européennes et intérieures encore cette semaine avec l'Italie. Nous l'avions fait avec l'Espagne précédemment. C'est pour ça que nous sommes battus au niveau européen pour avoir une politique complète. C'est-à-dire qu'on renforce les contrôles à l'entrée en Grèce, en Italie, en Espagne, c'est en cours, qu'on soit plus ferme, y compris sur les visas avec les pays d'origine. C'est toute cette politique. On attend encore. Mais je ne veux pas qu'on résume cette politique au cas d'un bateau, où là, oui, je l'assume, quand des personnes sont en danger immédiat, il faut sauver. Et après, il faut une politique de migration ferme et humaine en même temps. Merci Clément Beaune d'avoir été notre invité, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci.